Aujourd'hui, on se retrouve pour un portrait et on va parler de J. Allen Hynek, probablement l'une des personnes qui a eu le plus d'influence sur l'étude des ovnis. Nous parlerons aussi du CUFOS, le Center for UFO Studies, son héritage. Pour bien comprendre la vidéo, n'hésite pas à regarder notre première vidéo sur l'étude des ovnis dont le lien est en description. Bienvenue dans Phénomène. Né de parents tchèques à Chicago en 1910, J. Allen Hynek sera diplômé de l'université de Chicago et obtiendra un doctorat en astrophysique. Il rejoint le département de physique et astronomie à l'université d'Ohio State. Il y étudie l'évolution stellaire et l'identification spectroscopique des étoiles binaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il aide à développer un système de détonateurs radio pour l'armée. Après la guerre, il reprend son poste à l'université avant d'y devenir professeur en 1950. En 1956, il travaille sur le traçage d'un satellite américain. Il devient président du département d'astronomie de l'université de Northwestern en 1960. Participant au projet SIGN, que l'on évoque ici, il est alors sceptique et déclare que, je cite, « Tout le sujet est complètement ridicule ». Pour lui, il s'agit d'un engouement passager qui finira bien par passer. En 1953, alors consultant pour le projet Blue Book, Hynek change d'opinion. Il écrit au Journal of the Optical Society of America, une revue scientifique. Voici ce qu'il écrit. « Le ridicule ne fait pas partie de la méthode scientifique et on ne devrait pas enseigner que ça l'est. Le flux constant de signalements, souvent fait de concert par des observateurs fiables, soulève la question de l'obligation et de la responsabilité scientifique. Est-ce qu'il y a des résidus qui méritent une attention scientifique ou n'y en a-t-il pas ? N'existe-t-il pas une obligation de le dire au public, pas avec des mots prompts au ridicule, mais sérieusement pour garder la confiance que le public place dans la science et les scientifiques ?» Fin de citation. Pour Hynek, il est temps d'étudier le sujet avec sérieux, mais il est en avance sur son temps. Suite au Robertson Panel qui, on le rappelle, a conclu qu'il n'y avait rien à voir et qu'il fallait réduire l'intérêt du public pour le sujet, l'étude souhaitée par Hynek n'est pas envisageable. Son association avec Edward J. Ruppelt au sein de Blue Book posera néanmoins les bases de l'étude ufologique. Le capitaine Ruppelt décrira Hynek comme, je cite, « l'un des scientifiques les plus impressionnants que j'ai rencontrés en travaillant sur le projet OVNI. Et j'en ai rencontré un bon nombre. Il évita de faire deux choses que certains d'entre eux faisaient. Vous donner les réponses avant de connaître la question, ou immédiatement commencer à exposer ses réalisations dans le domaine de la science. » Fin de citation. Malheureusement, Ruppelt ne dirigea Blue Book que 2 ans. Hynek continuera d'aider Blue Book, mais il reconnaîtra plus tard avoir récité les explications farfelues qu'on lui suggérait. Comme en mars 1966, où 40 individus, dont 12 policiers, observent un groupe d'ovnis se poser dans un marais, près de Ann Arbor, dans le Michigan. Hynek sera ordonné d'expliquer à la presse et aux témoins qu'il s'agissait d'une émission de gaz des marais. Ouais, il prend bien les gens pour des cons quand même. D'ailleurs, en ayant assez des critiques du milieu ufologique, au début des années 60, Hynek contredit occasionnellement les conclusions de Blue Book. Son changement d'opinion, surtout depuis qu'il ne travaille plus pour Blue Book, soulève des questions chez ses collègues. Ce ne sera qu'en 1985, lors d'une interview, qu'il explique son changement d'opinion. Je cite. « 2 choses en fait. La première était l'attitude complètement fermée de l'Air Force. Il ne donnait pas aux ovnis une chance d'exister même s'ils volaient au-dessus d'une rue en plein jour. Tout doit avoir une explication. Je commençais à m'énerver même si, à l'origine, je ressentais la même chose qu'eux. Je savais maintenant qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Vous ne pouvez supposer qu'une chose n'existe pas si vous n'avez pas de preuves. Deuxièmement, la qualité des témoins a commencé à me troubler. Quelques cas ont par exemple été rapportés par des pilotes militaires et je savais qu'ils avaient été bien entraînés. C'est donc là que pour la première fois, j'ai pensé que peut-être il y avait quelque chose derrière tout cela. En 1969, il est congédié à la fin du projet Blue Book et se consacre à l'étude des ovnis dans un cadre associatif. Mais évoquer Hynek, c'est aussi évoquer son influence sur l'ufologie française. Hynek est le mentor de l'astronome et chercheur Jacques Vallée et c'est également lui qui aura sensibilisé Claude Power qui fondera le GEPAN. D'ailleurs, ces scientifiques commenceront à collaborer en secret dans les années 60 dans le cadre du Collège Invisible. Le Collège Invisible était un réseau informel de scientifiques et d'ufologues. Le groupe a étudié les ovnis de 1960 à 1975. Le but du Collège Invisible ? Permettre aux scientifiques d'étudier la question du phénomène ovni loin des médias et des milieux scientifiques officiels où ils seraient alors pris pour des fous. Grâce au Collège Invisible, ce sont des dizaines de scientifiques d'une demi-douzaine de pays qui ont étudié le sujet.
Parmi les membres, nous avons déjà cité Jacques Vallée, Claude Power ou Hynek, mais il regroupait aussi Yves Rocard, Pierre Guérin et Aimé Michel. Ce dernier dira du Collège Invisible, je cite, « Toutes les choses dont il avait connaissance étaient photocopiées par lui et distribuées et inversement. Si j'avais quelque chose à faire circuler dans tous les pays du monde, y compris auprès de prix Nobel, eh bien, ça circulait. » En 1973, Hynek fonde le Center for UFO Studies, le CUFO, ou Centre pour l'étude des ovnis. Le CUFO a pour but une étude scientifique du phénomène. Il regroupe de nombreuses archives civiles issues de différents groupes comme le NICAP, l'un des principaux groupes civils sur les ovnis dans les années 50 et 60. Le CUFO opère encore aujourd'hui, continuant de proposer ses archives à la consultation, mais aussi en recevant et analysant de nouveaux signalements. En novembre 1978, Hynek prend la parole devant les Nations Unies avec Jacques Vallée et Claude Power. Leur but ? Initier une opération centralisée sur l'étude des ovnis au sein des Nations Unies. Bon, il n'y a pas de doute, le type, il est dedans. Il faut dire que si un civil a eu accès à des infos secrètes sur le sujet, ce doit être lui. Avant de voir quelles hypothèses avait Hynek sur le phénomène ovni, il faut noter l'une de ses plus célèbres contributions, la classification des types de rencontres avec le phénomène ovni. J. Allen Hynek a défini les types de rencontres avec le phénomène en 3 catégories. Les rencontres du premier type, soit l'observation d'un ovni identifié comme inconnu à moins de 150 mètres. Les rencontres du deuxième type, soit un événement impliquant un ovni ayant laissé des traces mesurables, comme des interférences, ou ayant des effets sur le vivant, comme une paralysie ou l'inconfort des témoins, voire des animaux agités, ou encore qui a laissé des traces physiques, comme des impressions sur le sol, des marques ou une trace chimique. Enfin, les rencontres du troisième type sont ceux où une entité animée est présente, que ce soit un humain, un humanoïde ou un robot qui provient ou pilote l'OVNI. Maintenant, voyons les hypothèses d'Hynek sur le phénomène OVNI. En 1973, lors de la conférence annuelle du MUFON, le Mutual UFO Network, une organisation civile regroupant des organisations civiles d'études sur les ovnis, Hynek expose ses doutes vis-à-vis de l'hypothèse extraterrestre. Pourquoi ? Parce qu'il estime que les événements liés au phénomène sont probablement bien supérieurs à ceux rapportés. En conséquence, il dit, je cite, « Si quelques bonnes observations par an de par le monde viennent renforcer l'hypothèse extraterrestre, que dire de plusieurs milliers par an, depuis des régions éloignées de l'espace et dans quel but ? Nous faire peur en stoppant nos voitures et en perturbant les animaux ?» Fin de citation. Hynek ne sait vraiment pas quoi penser du phénomène. Ses composantes sont trop diverses pour donner une explication simple. En 1975, il écrit à l'American Institute of Aeronautics and Astronautics. Je cite. « Je vous demande d'expliquer, quantitativement et non qualitativement, le phénomène rapporté de matérialisation et dématérialisation, de changement de forme, d'absence de bruit dans les vols suborbitaux, des accélérations qui, pour une telle masse, nécessiteraient une source d'énergie bien plus puissante que nos capacités, même théoriques, les interférences électromagnétiques, les effets psychiques sur les témoins, incluant des communications télépathiques. » Fin de citation. Bon, comme on le voit ici, Hynek ne sait toujours pas ce que c'est, mais il souligne qu'il y a des signes bien tangibles en conséquence de ce phénomène. En 1977, au premier congrès international des ovnis, Hynek présente son avis dans un discours titré « Ce que je crois vraiment à propos des ovnis ». Il y dit, je cite, « Je crois que le phénomène ovni dans sa totalité est réel, mais pas nécessairement un seul phénomène. Nous devons nous interroger si l'ensemble des ovnis proviennent de la même source, comme les phénomènes météorologiques proviennent tous de l'atmosphère, ou s'ils sont différents, comme une pluie d'eau diffère d'une pluie de météorites qui diffère elle-même d'une pluie de rayons cosmiques. » Fin de citation. Cette fois, Hynek se demande si au lieu de trouver une hypothèse résolvant la plupart des faits, il ne faut pas trouver des hypothèses pour expliquer les faits les plus troublants. Interrogé sur l'hypothèse de l'intelligence extraterrestre, ETI, ou sur l'hypothèse de l'intelligence extradimensionnelle, Hynek répond ceci. Il y a assez de preuves pour défendre chaque hypothèse. Fin de citation. Selon lui, les identifications radar et les cas avec des preuves matérielles le prouvent. Mais il défend également l'hypothèse extradimensionnelle. Face au phénomène de poltergeist ou les rapports de communication télépathique, des lévitations ou des témoins ayant développé des capacités psychiques suite à une rencontre, il conclut, je cite, « Avons-nous deux aspects d'un même phénomène ou deux phénomènes différents ?» Fin de citation. Mais ce n'est pas tout. Il introduit une troisième hypothèse. Je cite, « Une technologie pourrait exister qui contient à la fois le physique et le psychique, le matériel et le mental,
Il y a des étoiles plus vieilles que notre Soleil de plusieurs millions d'années. Il pourrait y avoir une civilisation qui aurait des millions d'années d'avance sur la nôtre et il pourrait savoir quelque chose que l'on ne sait pas. Le royaume psychique nous est encore si mystérieux et pourrait pourtant être une partie d'une technologie avancée. En 1986, Hynek meurt d'une tumeur au cerveau. Son influence sur l'ufologie moderne rendra son nom indissociable du sujet, que ce soit pour sa classification immortalisée dans le titre de Steven Spielberg Rencontre du troisième type, où Hynek était consultant, ou que ce soit dans la culture populaire, comme avec la récente série de fiction Projet Blue Book. On espère que ce portrait t'a plu. On se retrouve très vite avec un nouveau portrait, cette fois sur Jacques Vallée. N'hésite pas à nous donner ton avis et à poser tes questions en commentaire, à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et si tu veux nous donner un coup de main, rendez-vous sur notre Tipeee, le lien est dans la description ci-dessous, avec toute la bibliographie de cette vidéo. On se quitte avec un extrait d'une interview de J. Allen Hynek. Well, it was as an astronomer that I first became associated with the UFO problem. In 1948, the Air Force asked me, as an astronomer, to assist them in seeing how many of the reports on flying saucers that were coming in at that time could be explained astronomically. And one thing led to another, and I became scientific consultant to the Air Force and remained so for some 20 years. I started almost as a complete skeptic because I thought the whole thing was a question of post-war nerves, but it was the persistence of the phenomenon, it refused to dry up and blow away, that finally led me to the belief that we had a real phenomenon to deal with. So it has often been said that why don't astronomers see UFOs? As a matter of fact, they do. In a very recent report by Professor Sturrock of Stanford University, who queried all the members of the American Astronomical Society, found that 53% of those who responded said that, in their opinion, the UFO problem was worthy of scientific study. And what is more, 64 of the astronomers who responded gave what would be called UFO reports, objects, sightings that they personally had made at their observatories frequently, which to them was unexplained.